Alors, le terrain, on a fait forcément les mêmes activités que tout anthropologue fait qui essaie de comprendre un peu la communauté où il s'est installé. Dans les activités que les gens avaient là-bas, il y avait production marchande de café, un petit peu de production marchande de légumes, parce qu'il y avait une entreprise dans la petite ville de Wau, qui était à 3 heures de marche, là, qui essayait d'approvisionner les travailleurs et les gens de la petite ville en produits frais, en incitant les gens des villages à faire de la production maraîchère. Donc, leur donnait des graines de tomates, laitue, concombres, des produits de ce genre, et achetait après leur production. Mais, tiens, le chien va s'asseoir, couche. Il achetait la production et le faisait en passant avec un camion à travers les villages 2 fois par semaine. Donc, les femmes allaient le matin où le camion passait, récolter la laitue, les tomates, et se rendaient à la route pour vendre leurs produits. Ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai essayé, à travers les archives du Fresh Food Market, qui avait ses registres d'achat, il marquait le produit, par exemple, capsicum, tant de livres, parce qu'il pesait ce que les gens vendaient, et combien d'argent il avait donné. Donc, je savais, par les registres, sur quelques années, j'ai dépouillé ces registres-là, donc je pouvais savoir qui vendait, non, il ne mettait pas le nom de la personne, je pense, mais combien de produits avaient été vendus et combien d'argent était entré dans le village à travers la production maraîchère. Ça semble simple à faire, mais c'est long, c'est de longues heures, à une époque où on n'a pas d'ordinateur et où, pour faire ça, je devais me déplacer, aller à la petite ville. On avait une petite moto qu'on avait fini par acheter parce que c'était le seul moyen de se déplacer sans trop perdre de temps. Mais à travers ça aussi, on apprend beaucoup parce que c'est des détails, mais on comprend bien que, ah tiens, il y a un point de vente à tel endroit, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un village proche de là, ou tiens, tel village vend énormément, tel autre vend très peu, et pourtant, un tel m'a dit l'autre jour que non, c'était assez bien, sa sœur et lui en faisaient autant que les autres. Ça permettait un peu de mettre des nuances sur le discours des gens par rapport à ce qu'ils réussissaient à avoir comme production marchande. Je faisais de la cueillette de café avec les femmes. Ça, c'était le travail des hommes et des femmes, mais c'était surtout les femmes qui le faisaient. Puis je participais aussi à des activités des groupes de femmes. J'avais commencé à le faire au tout début quand on est arrivé à Wau, à la petite ville, avec des groupes de femmes des différents groupes ethniques qui étaient représentés là. C'était des groupes de femmes téléguidés un peu ou organisés par les églises. Et avec ces réunions-là, j'avais commencé à connaître plusieurs personnes des différents groupes qui étaient installés à Wau. Et chez les Biangais, j'ai continué à suivre les femmes dans ces activités de groupe-là. Mais là, chez les Biangais, c'était uniquement luthérien. Sauf que dans les derniers mois de notre séjour là-bas, il y avait aussi les baptistes qui commençaient à prendre de l'importance auprès des jeunes. C'était une particularité des Biangais que d'être luthériens seulement, alors qu'à Wau, il y avait des luthériens, des adventistes du 7e jour, des catholiques, des Églises unies, méthodistes, témoins de Jéhovah. Je pense que j'en avais compté 11 confessions, là. Pour une petite ville toute petite, là, mais il y avait vraiment
une entreprise religieuse assez imposante dans ce petit microcosme parce qu'il y avait des gens qui venaient de très loin dans le pays, qui s'installaient là, et chaque confession ciblait ceux qui venaient de régions où cette confession-là était dominante. Mais comme c'était les luthériens qui étaient dominants dans la province de Morobé, les Biangai avaient été évangélisés d'abord par des luthériens, et ça restait luthérien. Mais il y avait beaucoup d'activités pour les femmes qui étaient connectées à l'Église luthérienne. Il y avait à travers ça aussi les visites des infirmières pour la vaccination qui venaient régulièrement, qui étaient des occasions aussi de travailler avec les femmes, de croiser les informations. Mais en fait, c'est au quotidien, c'était aller avec ma petite sœur de 18 ans et ses amis, puis les tantes et tout, chercher à manger, ramener à manger. Et ils nous amenaient toujours beaucoup de légumes à la maison. Et là, apprendre à gérer les dons et les cadeaux qui nous étaient faits. On ne savait plus comment s'en sortir. On avait toujours trop de patates douces, trop de concombres, trop de tomates. Surtout des patates douces. Et là, notre papa, il disait, mais redonne-en, faut que tu le redonnes. Alors là, apprendre à aller faire des visites vers 4 heures l'après-midi quand les gens reviennent au village. Quelqu'un m'apporte des pommes de terre, des patates douces, puis moi, je repars avec des patates douces en donner à d'autres. Je n'ai jamais réussi vraiment à bien gérer le flot de denrées qui étaient amenées puis que j'étais supposée répercuter. Parce qu'en même temps, on faisait des cadeaux, nous. Quand on allait en ville en moto, on rapportait des cigarettes, on rapportait du bétel, parce qu'ils mangent beaucoup de bétel. Eux, ils en cultivaient, mais une sorte plus sauvage qui aimait moins que celle qu'on pouvait acheter à Wow, qui était une autre catégorie, où parfois ils en cultivaient, mais ils n'en avaient pas disponible. Donc, si on partait du rapportement. Donc, c'était plus facile pour nous de faire ces cadeaux-là, mais gérer des denrées périssables, ça, c'était quand même un peu compliqué. Puis nous, on était des jeunes qui n'avaient pas encore d'enfants, qui n'avaient pas encore eu peut-être l'expérience de planifier pour un gros groupe de personnes. Et eux, ils fonctionnaient toujours avec l'idée aussi que quand tu entres dans une maison, tu manges. Ça m'a pris beaucoup de temps aussi à me résigner, à faire à manger à chaque fois que quelqu'un entrait dans la maison. Mais il fallait qu'à chaque fois que quelqu'un vienne faire une visite, faire cuire du riz, faire cuire des pommes de... Et j'aurais dû apprendre plus rapidement à avoir toujours des patates douces cuites à pouvoir distribuer. Mais nous, quand on allait chez les gens, il fallait aussi toujours manger. Mais bon, on finit par comprendre le sens de tout ça avec le temps. Et par comprendre que c'est important, d'une part, pour tenir sa place dans le réseau de parenté. Donc, il y avait des gens qui venaient et qui étaient autorisés à venir n'importe quand chez nous à cause des liens de parenté qu'on avait. D'autres qui venaient et auxquels on devait un peu plus de déférence. Souvent, ça nous avait été dit, mais on n'avait pas saisi l'information parce qu'il y a beaucoup de choses à absorber en même temps. Mais finalement, tout passait souvent par faire à manger aux gens. Et comme les femmes avaient à faire à manger beaucoup, c'était souvent une tâche qui me revenait. Ce que j'ai trouvé le plus pénible sur le terrain, c'est d'avoir à me modeler à ça, là. Par exemple, quand on a fait construire la maison, on avait payé tous les matériaux, on nourrissait les gens qui venaient travailler parce que c'est un travail collectif, là.
Puis on participait au travail aussi, donc il faut aller chercher le bambou, il faut aller chercher... Les planches, on les avait achetées à un moulin à scie. Mais tout le reste, l'herbe pour le toit, puis tout ça, il y avait des femmes qui avaient été la couper, on l'avait transportée, on avait nourri tout ce monde-là. Mais maman, elle m'apprenait qu'il fallait que je passe mes journées, même si j'avais rassemblé toute la nourriture, rassemblé tout ce qu'il fallait et tout, c'était des longues journées. On apprend la dureté du travail à le faire soi-même, mais souvent dans des circonstances où j'avais absolument pas planifié que je passerais ma journée à servir des assiettes à des hommes qui travaillent en jasant et en fumant. Ça, c'est la chose que j'ai trouvée le plus difficile. On n'a pas trouvé très difficile le côté camping constant, parce que je pense qu'on a le tempérament pour ça. Là, on avait une maison qui était en planche, donc quand même assez confortable comparé aux maisons en bambou tressé qui sont toujours plus... qui vibrent à chaque pas qu'on fait. Sur pilotis, avec un feu ouvert à l'intérieur de la maison. Donc, on se faisait à manger sur un feu de bois. Il y avait toujours les petits frères et les petites sœurs qui nous aidaient, qui nous apportaient du bois, qui nous aidaient à aller faire la vaisselle au ruisseau. On allait chercher l'eau au ruisseau. On se lavait dans la rivière qui coulait juste à côté de la maison. Une rivière un torrent, là. Un torrent de montagne. Donc, quand il y avait des fortes pluies, ça s'enflait énormément. Et on a déjà été obligé de vider la maison de peur que la maison soit emportée par le courant. Mais bon, tous ces aspects-là de la vie permettaient de voir aussi comment on fait pour rituellement arrêter les eaux. Quand les eaux arrivent trop hautes, alors là, il y avait un vieux du village qui était venu faire des rituels au bord de l'eau, près de notre maison, pour pas que la maison soit emportée. Donc, c'était la vie quotidienne qui permettait de comprendre quand il y avait des décès, comment on se comporte quand les gens décèdent. On était très amis avec un couple dont la femme est décédée à un certain moment. Et tout ce qui s'est passé autour de ce décès-là nous a appris énormément de choses aussi, parce que là, il fallait plus déplacer la nuit. Il y avait toutes les questions des esprits, et, comment les anguilles... en tout cas, il y a toutes sortes d'histoires sur les croyances et, qui sortent à travers des événements comme ça. Puis quand ça nous touchait de plus proche, ben là, ils étaient obligés de nous donner les détails parce que c'était quelqu'un de tellement proche qu'il fallait qu'ils nous disent, là, non, non, tu fais pas ça, oui, oui, tu fais ça, oui, tu viens ici. Bon. C'est arrivé aussi des éléments importants, c'est quand on est parti dans les Highlands pour 12 jours, on est allé visiter le couple d'Américains qu'on avait rencontré à Port Moresby, à l'allée. Et eux étaient dans une région à 7000 pieds d'altitude, dans un coin des sociétés à Bigman. Nous autres, c'était pas une société à Bigman, c'était une société genre grands hommes, qui peut, par certains aspects, ressembler au Barouilla que Godelier a étudié, mais qui avait délaissé depuis longtemps diverses pratiques rituelles et qui n'étaient pas... On n'a pas non plus travaillé dans la reconstitution, là, dans cette perspective-là, mais c'était plus une société à grands hommes. Mais aller dans les Highlands, c'était vraiment changer d'univers, c'était très intéressant pour nous. Quand on est revenu, c'était revenir chez nous. Et les gens du village, quand on est revenu aussi, il y a quelque chose qui a changé de nos relations entre eux et nous, parce qu'on revenait à la maison, puis eux nous voyaient revenir. C'est comme s'il y a une espèce de confort ou d'aisance qui s'est installée après. Ça faisait presque 1 an qu'on était là quand c'est arrivé. Et vraiment, les derniers mois qu'on a passés là ont été très, très agréables, justement
parce qu'il y a eu ce mouvement de partir et de revenir. Pendant que je vous parle, je pense à une série de choses qui sont difficiles à reprendre. Jean-Claude avait fait beaucoup d'études de parenté. Il avait fait des généalogies, des choses comme ça. Donc, on a fait le terrain classique, là. À la suite de ça, il a fallu penser à retourner et on n'était pas très certain de comment on retournerait. On a d'abord pris conscience que nos billets d'avion n'avaient pas été validés après 1 an et qu'il aurait fallu le faire. Finalement, on a réussi à les faire valider malgré tout. On était mal informés. Quand on est parti, je ne sais pas ce que l'agent de voyage nous avait dit, mais c'était un billet ouvert. On pensait qu'il serait ouvert éternellement. Mais, et pour faire ça, c'est parce que à l'époque, on était en 78-79. Hein? Alors, il y a un petit comptoir bancaire. Pas à Ouah même. Je pense que c'était à Boulolo, une autre petite ville proche. Une petite cahute, là, où les chercheurs d'or vont porter, parce qu'il y avait des orpailleurs aussi beaucoup dans la région, vu qu'il y avait une compagnie minière qui avait de l'or, puis que c'était de l'or dans les cours d'eau, là. Il y avait des orpailleurs énormément. Et ils trouvaient de l'or. Alors, ils allaient à la banque porter leurs pépites, puis leur... Alors, quand on va à la banque, je me souviens d'être allée chercher l'enveloppe qu'on avait laissée en dépôt dans laquelle il y avait nos billets d'avion pour vérifier qu'est-ce qu'on avait comme date et qu'est-ce qu'on devait faire. Et que le monsieur à côté de moi, là, un gars de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui arrive avec un... Comme dans les films, comme dans Lucky Luke, avec une poche, puis qui met ça sur la petite tablette là, qui s'en venait déposer. C'est cette fois-là donc qu'on a compris qu'il fallait qu'on s'occupe de notre billet d'avion, qu'on réorganise ça. Donc, on a commencé à penser au retour, donc à accélérer le recueil des données de terrain. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Donc là, on a décidé que oui, vraiment, on retournait parce que les conditions sanitaires étaient correctes, là, disons, pour des jeunes qui sont sur le terrain, mais pas pour quelqu'un qui est enceinte. Il y avait... on a été malade un peu sur le terrain, jamais en forme, disons, toujours un peu fatigué, un peu, toujours quelques petites maladies ici et là. Pour voir un médecin, il fallait aller à Ouah, il y avait une espèce de petit hôpital sans médecin où les gens du coin pouvaient parfois être hébergés pendant quelque temps. Et il y a un médecin d'une autre petite ville plus loin qui passait une demi-journée par semaine. Ça m'est arrivé d'aller le consulter une fois pour une amygdalite ou quelque chose comme ça. Mais une autre fois, j'avais dû aller à l'autre petite ville plus loin. Quand j'ai été enceinte, il a fallu aller à la capitale de la province, donc un vol en avion pour aller voir que tout était correct et tout. Donc, on pouvait se dire si on a un pépin de santé, c'est pas idéal. Et il n'y avait pas de... On a eu un ami qui a été très malade pendant une période parce que justement notre papa qui était infirmier, en fait il était infirmier, il écrivait à peine, il n'était pas scolarisé, mais il savait comment donner des injections, il savait comment... Il y avait une formation pour être capable de donner des soins pertinents à quelqu'un qui avait une infection, qui avait une fracture, des choses comme ça, puis il faisait les vaccins, puis il faisait quelques soins aux enfants qui avaient la grippe, des choses comme ça. Il pouvait donner de la pénicilline, des choses comme ça. Ce monsieur qui avait été malade, il avait reçu une injection de notre papa, justement, mais l'injection avait été donnée à un mauvais endroit. En tout cas, ça lui avait atteint un nerf. Et il a été hospitalisé à la petite ville, puis on est allé le visiter régulièrement. C'était un hôpital comme on en voit, comme je pensais jamais en voir de ma vie. C'est-à-dire, il y avait des excréments sur les murs, il y avait pas de matelas sur les lits, pas de
pas de, pas de savon, pas de papier de toilette, pas de nourriture. Donc, c'est la famille qui va, qui apporte à manger ou qui fait à manger ou qui peut dormir sur la véranda du petit hôpital. C'était des anciens bâtiments des années 30-40, là, avec des vérandas, genre des bungalows de bois, là, comme on voit dans les films Out of Africa ou quelque chose du genre. Là. Et donc, c'était intéressant de voir aussi comment était organisée la vie sanitaire, là. Mais ça permettait de savoir aussi qu'on ne va pas accoucher là, c'est pas possible. Et que le faire dans le village aussi, dans le village, j'ai tellement vu des choses pas simples, là, des accouchements qui durent des éternités et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre source que d'attendre en espérant que ça va finir par se régler. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'essaie d'expliquer les conditions de vie. Donc, pas d'eau courante, pas d'électricité forcément, pas de... mais ça, franchement, c'est plus les questions de santé qui pouvaient faire qu'on s'est dit on retourne. Le camping, ça, j'aurais vécu bien avec. Là. Ça m'allait. Malgré c'est la nourriture aussi, peut-être la monotonie de la nourriture. J'ai relu l'autre jour des lettres où je disais à mes parents « Ah, à Noël, ça a été bien. Ici, il fait tellement beau qu'on pense pas tellement à Noël. » Il n'y avait pas moyen de trouver des œufs dans toute la région, alors que tout le monde voulait faire quelque chose de spécial dans les Blancs là, pour Noël. Mais par contre, au jour de l'an, on a eu de l'ail. Alors ça, c'était spécial qu'il y ait de l'ail accessible. Je pense que c'est la seule fois qu'on en a eu. Mais donc, on allait, nous, s'approvisionner à la petite ville là, grâce à la moto. Les Blancs de Wavre, on avait des contacts avec eux parce qu'il y avait un pilote d'avion et sa copine qui avaient une petite maison à Wavre, chez qui on allait dormir une fois de temps en temps pour aller manger avec des gens. Il y avait une espèce de lieu de rassemblement pour les expatriés qui étaient, par exemple, le planteur de café, un éleveur de bestiaux, des gens qui étaient un peu fonctionnaires, un garagiste, des commerçants, des Australiens qui étaient restés après l'indépendance, qui avaient continué à travailler là, des gens du Wow Ecology Institute, quelques personnes. Donc, le vendredi soir, il y avait tout le temps quelqu'un qui faisait un repas pour tout le monde. Et ça nous arrivait le vendredi soir d'aller faire un tour là, puis on dormait chez le pilote d'avion. Mais les Blancs voyaient les Biangai comme les gens du coin qui étaient les moins industrieux, les moins intéressants, qu'on valorisait le moins, principalement parce que les Biangai étaient ceux qui décidaient, qui ne collaboraient pas au type de vie économique que les planteurs et commerçants du coin encourageaient. Mais forcément, ils étaient chez eux, donc ils faisaient bien ce qu'ils voulaient. Et c'était une société très égalitaire. Dès que quelqu'un sortait la tête un peu au-dessus des autres, il y avait des mécanismes de redistribution imposés qui fonctionnaient très, très bien, de sorte que ce qu'il avait pu réussir à accumuler ne servait pas, comme dans les sociétés à Big Men, à devenir très imposant, important, mais servait plutôt à rétablir une forme d'égalité à l'intérieur du groupe. Et ce type de fonctionnement-là était très mal vu par forcément par les entrepreneurs ou par le gouvernement, d'ailleurs. Donc, j'arrive à la fin du terrain. Quand on a quitté, on est parti avec le projet de faire des escales en cours de route, puisqu'on était à l'autre bout du monde, s'arrêter à plusieurs endroits. Mais finalement, le fait que j'étais enceinte,
Puis dans ce temps-là, bon, on est plus fatigué, on dort tout le temps, on a moins envie de se dépenser à voyager. Puis le fait qu'on s'ennuyait un peu aussi a fait qu'on est revenu, on est arrêté à Los Angeles, puis on est arrivé ici rapidement. Quand on est arrivé ici, Gillian Sankoff était toujours ici. Mais déjà, elle avait commencé à développer des liens à Philadelphie et elle n'allait pas être notre directrice de thèse pendant bien longtemps. Et moi, j'ai accouché en arrivant, donc notre vie allait changer radicalement par rapport au plan qu'on avait au départ quand on est revenu de Nouvelle-Guinée.